Bonsoir, bienvenue à On s'en parle, saison 2, épisode 2. Bonsoir Gigi, comment tu vas? Ça va super bien. Ouais, en forme? Toujours. Bon. Ouais. Flo, d'attaque, la chronique de Flo est de retour dans cet épisode. Comment tu te sens? Ah bah, je me sens bien, je l'ai écrit il y a une demi-heure, donc ça va bien se passer. Les gens, tu sais, sont fous là, ils arrêtent pas de laisser des messages, des DM, des choses. Il y a eu deux commentaires. Non, il y a plus de commentaires quand même sur Instagram. Il y a même des femmes qui veulent ton numéro de téléphone, donc je sais pas si tu voudras le laisser. Bah voilà, ah, vous l'avez. Voilà, c'est simple de l'avoir en fait. Je pensais négocier ou non, mais c'est parfait. Ce soir, on a un invité exceptionnel que ça fait à peu près 3 mois et demi que j'essaye de l'avoir, mais monsieur est à New York, monsieur est à Dubaï, monsieur est un peu partout dans le monde. Merci à toi Kéké, du Kéké Show, d'être avec nous ce soir. On s'en parle. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. T'as beaucoup de choses à nous dire. On en parlait un peu en off justement. T'as plusieurs casquettes, tu fais plusieurs choses, t'es vraiment un entrepreneur, animateur phare de Native TV. T'as aidé justement aussi à propulser un peu la pétition qu'il y a eu aussi, justement, tu m'entends parler. Et aussi, moi, je te trouve un peu comme un lanceur d'alerte. Tu lances des alertes dans tes réseaux sociaux et tout. On va en parler aussi de ça. Donc, pour moi, tu fais partie de ces personnes au Québec qui sont ces gens qui lancent des alertes sur des sujets chauds, qui te tiennent à cœur. Et je trouve ça bien, justement, on va en parler aussi. Merci. Et t'es accompagné de Eddie, qui devait pas être avec nous, mais finalement, il a dit, je suis trop bien, j'ai un bon verre, le fauteuil est cool et tout, qui fait partie de l'équipe technique, c'est ça, du Kéké Show, caméraman? Oui, exactement. Je suis avec Calix depuis un certain temps maintenant. Ok. Et on continue, on avance. Ok. Mais toi, tu es formation, t'as toujours bossé dans ce domaine-là ou c'est une reconversion? Comment t'as évolué justement sur ça? Dans le côté technique, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est comme ça que je l'ai appris avec les gens. J'ai eu des gens qui ont été à l'école qui m'ont donné leur formation, on va dire, leur cours et un peu en autodidacte, en quelque sorte. T'as appris sur le temps. Après ça, je regarde par moi-même. Personnellement, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre des choses. Hein. Sur le terrain. Sur le terrain. L'école, c'est une chose, les bases, mais le terrain, t'apprends rien de mieux sur le terrain. Quelqu'un, on va commencer directement. Première question. Le Kéké Show, c'est arrêté. Ça fait un moment que t'as pas fait à la télé, justement, sur Natif. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as arrêté et est-ce que ça va revenir justement sur Native TV avec un nouveau format, quelque chose d'autre? Est-ce que tu peux nous en parler? Mais moi, j'avais déjà commencé le Kéké Show, ça faisait déjà 6-7 ans. Puis c'est sûr que avec la COVID, tu sais, le format, je pouvais pas faire exactement ce que je voulais faire. Ce que tu voulais, ouais. Donc, quand j'avais pris une pause, je me suis dit, tu sais quoi, si je veux revenir d'une certaine façon, parce qu'à chaque année aussi, c'est comme si je changeais toujours d'endroit. Fait qu'à chaque année, ça n'a jamais été le même format du Kéké Show. C'était pas pareil, ouais. C'est ça, première année, c'était comme sur Méqué. Après, l'autre année, c'était à l'auditoire. Après, on a été à un autre endroit. Après, c'était au Blueprint. Fait que, tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est bien, mais je veux quand même avoir un endroit qui est steady pour que je puisse être capable de donner le vibe. Puis c'est sûr qu'avec le confinement, j'avais plus la foule, parce que c'était ça un peu le vibe, c'est que... T'avais la foule sur le plateau avec toi. Ouais, c'est en fait comment le Kéké Show est arrivé, c'est que, tu sais, on a commencé avec, tu sais, mon téléphone, après le hype a commencé sur Facebook, puis à un moment donné, il y avait du monde qui étaient carrément dans le local. Dans la tribune, ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on est comme, on va mettre des chaises, mais à un moment donné, on fait le show, mais il y a comme... On réalise, à un moment donné, il y a comme 15, 20, 25 personnes devant nous, on est comme... Là, on sait pas à qui parler, faut qu'on a dit, fait qu'on va faire ça en forme show. Donc là, c'est comme ça. Après, on a commencé à faire un talk show avec une foule. Puis à partir de là, c'est comme ça que le show a commencé. Fait que, tu sais, sans le crowd, il manque quelque chose. Fait que c'était un peu une sorte un peu comme les émissions françaises à la TPMP quotidien, en quelque sorte. T'avais ton public avec toi, justement, et tu faisais ton show devant le public. Ce qui fait que t'avais la réaction à chaud aussi des gens. C'est ça qui est bon. Tu parles d'un sujet, tu pouvais aussi se sentir dans la salle, un peu comme nous quand on a fait On s'en parle en live. C'est vrai que d'avoir du monde avec nous, quand tu parles de certains sujets, tu ressens un peu ce que les gens pensent. Je sais pas si tu l'as senti, Gigi, un peu sur ça. T'as ce feeling qui arrive et je trouve que ça donne une bonne énergie, justement. Ouais, c'est ça qui faisait le show. Puis, tu voyais qu'il y avait des personnes qui étaient des fois plus qualifiées que les panélistes. Fait que tu vois, il y avait des débats. Puis, tu sais, moi, je vais souvent dans les débats qui sont extrêmement, genre, tabous, là. Tu sais, je vais aller social, je vais aller politique, je vais aller religieux, je vais dans tout LGBT. Mais c'est pas nécessairement avec un agenda de gauche ou de droite. C'est vraiment un débat, puis il va y avoir ceux qui vont être pour et contre. Mais c'est sûr, ça parle plus à beaucoup de personnes. Fait qu'il y a des personnes, des fois, qui voulaient me cancel. Il y a des personnes qui ont essayé de me boycotter, plein de trucs. Quel a été ton sujet le plus tabou auquel tu as parlé, où tu as eu le plus de controverses, où vraiment là, les gens sont réagi en disant what the fuck, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai des tops. Ton top 3, mettons ton top 3. Genre, c'est...
Abus spirituel. Abus spirituel, c'est quoi ça? C'était des scandales dans des églises avec des pasteurs. Il y a eu des rapes, des rapings, des sujets qu'on a parlé, on s'est fait poursuivre. Tu t'es fait poursuivre? Normal. Ah, Diffamation et tout. Mais même si c'est pas toi, quelqu'un peut dire quelque chose, mais ils vont comme englober tout le monde. Fait donc c'est le Kéké Show ou toi personnellement qui a été... La production Kéké Show, Natif, la personne qui a parlé. Mais tu sais, après, il faut que tu puisses débattre ça. Ça veut pas dire que tu me poursuis, ça veut dire que tu vas gagner, mais... Mais ça, c'est des églises protestantes évangéliques? Ouais. Ok. Et tout. Donc c'est souvent souvent associé à la communauté noire. Enfin, je fais peut-être un raccourci, mais... Les scandales que j'ai touchés, c'était beaucoup plus ça, en fait. Mais j'aurais touché n'importe qui. C'est juste que vu que on a foiré c'était là récemment, que tu voulais... On a foiré récemment avec, c'est ça. Ensuite, j'avais fait une chose, ça s'appelle... Eddie, le téléphone, putain, en silencieux, s'il vous plaît. C'est incroyable. Oh, Plus, tu me le réinvites plus. Hein. Ah bah c'est fini, dis-le. Ouais, cancel là, c'est bon. Non. J'avais dit... le top 2, ouais. Parce que tu sais, il y avait toujours ces débats-là, des fois, où, tu sais, sur la communauté LGBTQ, puis des fois, les personnes, ils parlent de ça, mais tu comprends pas trop les trucs. C'est vrai. Puis j'ai dit, tu sais quoi, à mon nez, j'en avais fait un sur le Black LGBTQ, puis après, j'ai dit, tu sais quoi, on va parler sur un sujet, puis j'avais vu ça sur la BBC au UK, c'était exact. Being gay, are you born, or it's a choice? Oh, on en a brièvement parlé. J'ai fait ce show-là. C'était quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a voulu me cancel. On a essayé d'appeler mes partenaires. Déjà, on dit, j'ai des contacts à Ottawa, je vais le boycott. Il y a une clique qui sont venus dans mon show. Ils me regardaient comme ça, ils me toisaient, ils ont pris mon micro, lancé mon micro, m'insulter. Piece of shit. Excuse-toi. Kiki, tu m'écoutes. C'était vraiment des trucs comme ça, là. Puis moi, j'étais comme, puis eux, ils étaient très, virulents? Ouais, mais l'affaire, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que 75% du panel était pour. OK. Puis il y avait un 25% qui avait une certaine nuance pour dire quand t'es jeune, ok, voilà, mais ils parlaient sur l'environnement, tout ça. C'est nuancé, en fait. Exactement, il y a une fille qui est venue qui a fait son coming out, mais à cause de leur attitude, ils ont comme gâté son coming out. Tu sais, donc il y avait comme ce côté-là. Fait que, après, je sais pas, dans la communauté, c'était comme, ah oui, toi, tu laisses, c'est pas un safe space. Je regarde, là, c'est une plateforme pour débattre, là, tu comprends? Tu peux être pour, tu peux être contre, tout ça. Fait que, ce show-là, ça a été... C'était un des plus durs à gérer pour toi, selon toi? Oh, moi, je regardais les views, je comprends. C'est qu'une histoire de... Ouais, c'est ça, après. J'ai dit à la fin de la journée, comme... Tu t'en fous, en fin de compte. Non, mais parce que j'ai rien fait de mal. C'est vrai. J'ai pas d'opinion là-dessus. Non, parce que toi, tu fucking question. C'est eux qui... Tu poses une question et après, c'est les gens qui débattent, en quelque sorte. Mais ils ont dit, c'est comme si la question était comme... offensante, en fait. Ah oui. Ouais, oui, c'est comme juste le fait de la demander, c'est comme si genre comme it's natural, so what you mean it's unnatural to be born gay? I'm like no, comme il y en a qui sont nés depuis qu'ils sont jeunes, tu vois, puis il y en a d'autres ils ont juste choisi. Mais ça on en parlait justement, on disait mais est-ce que tu nais gay ou est-ce que tu le deviens par... C'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que est-ce que quand tu nais, tu dis ok, je suis homosexuel, tu vois? J'ai appelé ma cousine qui est lesbienne au States, puis elle m'a dit est-ce que c'est un bon sujet? J'ai demandé, elle a dit vas-y, demande cette question-là. Elle, ça l'a pas choqué? Non, elle a dit même elle a dit c'est qui ces personnes qui sont fâchées avant que je vienne à Montréal pour les battre? C'est pas parce que tu parles des gays que ça va fâcher les gays. Il y a plein de gays qui s'en foutent et qui sont capables de rire là-dessus. C'est que ça va fâcher la branche un peu, excusez-moi du terme, mais un peu extrême gauchiste des gays, tu vois. Un peu woke des gays. C'est eux qui vont fâcher. Qui sont 7 sur toute la province, tu vois. Puis c'est stupide parce que l'affaire, c'est que j'avais fait un premier panel qui était vraiment sur la communauté LGBTQ Black, qui est un petit peu, je pourrais dire, nébuleuse ou obscure à Montréal. Fait que j'avais invité des gens de Purple Bridge Magazine. Bon, elle est obscure en Afrique aussi. Hein. Ah ouais? Puis tu sais, ils ont regardé le show, mais vraiment pour voir si j'allais foirer. Fait que j'ai pas eu j'ai pas eu de props ni rien, tout ça. Wow. Le moment où j'ai fait un truc comme ça, ils étaient prêts, mais le show avait quand même tellement été bien fait qu'après le show, j'ai juste pas eu de backlash. J'ai dit, mais vous êtes où? Ceux qui voulaient me cancel. Parce qu'ils étaient là, en fait, ils t'attendaient, en fait. Ils attendaient, mais il y avait pas eu il y a rien eu vraiment de wrong dans le show en tant que tel. C'est vraiment toute la promotion, c'était tout. Le monde, Mais surtout qu'en plus de moi, de ce que j'ai compris, je te connais pas, hein, excuse-moi, mais toi, tu défends aussi les droits de la communauté noire. Je crois que c'est qui t'es dans ces combats-là. Fait que c'est des combats qui sont quand même amis
des autres combats pour les minorités, tu comprends? Ça fait partie un peu de ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes des minorités. Fait que normalement, si tu parles de ces sujets-là, ils devraient te laisser tranquille, mais même toi, ils vont te faire chier en fait. Ouais, ben c'est l'affaire, c'est qu'ils vont dire est-ce que tu es légitime à pouvoir parler de ça? Écoute, à la fin de la journée, premièrement, c'est ma plateforme. Oui. Je vais traiter des sujets que je veux, de la façon que je veux, et je vais toujours inviter des personnes qui sont concernées. Parce que quelqu'un aussi, il laisse la place aux gens pour s'exprimer aussi. C'est vrai que toi, tu les laisses parler en fin de compte. Chaque personne, quand ils viennent, ils ont la liberté, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il va pas leur couper la parole, il va pas leur... Tu dis ce que tu as envie de dire, et après, s'il y a des gens qui veulent te contredire, en quelque sorte, ils te contredisent. Je vais avoir n'importe quelle personne qui va venir ici, mais malheureusement. Et avec, là, justement, 2023, Native TV est en train de se restructurer, apparemment. Tu vas faire une rentrée, probablement. Surprise. Surprise. C'est ça le C'est Native TV, parce que peut-être les gens savent pas. Oui, on va en parler justement après. C'est justement, le but, c'est le but. Puis, tu sais, la direction que je veux aussi plus toucher, c'est que quand j'avais fait certains panels en 2018, mais tu sais, les blogs en Afrique, ils s'en foutent, ils vont prendre une partie de ton émission, ils vont le mettre dans leur channel, ils vont le mettre dans leur réseau. Mais c'est pas la même démographie, tu sais, les chiffres que j'avais ici, c'était 10 000, là-bas, j'avais comme 450 000, 500 000. 450 000. Puis le monde, il m'envoyait des messages. T'avais beaucoup de monde? En Afrique? Ouais, En Afrique francophone ou... Ouais, Afrique de l'Ouest. Et Afrique Maghreb de l'Ouest, aussi, Paris, Sénégal, Paris, Côte d'Ivoire, ouais, et tout. ok. Fait que Maghreb là, aussi. Ouais, fait que le monde voulait que j'aille au Cameroun, Bamako, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Tu sais, c'était Pourquoi vraiment... tu l'as pas fait? Mais vas-y. Non, mais parce que c'est comme si je te dis, c'est que le moment où le buzz a commencé, il y a eu le confinement. Fait qu'ensuite, on est pris, on est stock ici, mais ensuite, avec TikTok, il y a des petits clips qui reviennent. Qui reviennent à la charge. Ensuite, il y a d'autres clips qui sont arrivés, puis ils sont été en Haïti. Là, fait que, tu sais, j'ai des sujets qui sont comme carrément internationaux, mais ici, on est beaucoup sur, tu sais, le côté genre, tu sais, fun, les relations, les trucs drôles. C'est ça qui marche plus ici. Ouais, Tandis ici, que les toujours trucs de l'humour. rationnels. Exact. Puis moi, j'ai un lane beaucoup plus débat, beaucoup plus des fois politique. Des fois, c'est vraiment, tu sais, c'est chaud, mais pas un show où est-ce que ça doit toujours être controversé. Mais là-bas, c'est un brand qui marche déjà. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de peut-être faire un 60-40% de contenu, tu sais, local, international pour satisfaire cette clientèle-là. Et toi, par exemple, t'aimerais pas, par exemple, pour 2023-2024, pour Native TV, mettons, de faire un kéké show, mettons, au Cameroun? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, C'est dans les plans. tu vas, et genre la tournée, tu fais la tournée Afrique Ouais. de l'Ouest, et tu fais genre Sénégal, Cameroun, tac, et tu fais un kéké show dans chaque continent. Ça serait C'est fou, dans les ça. plans. C'était Même au Maghreb, pourquoi pas, tu sais, tu pourrais même aller à Algérie, ouais. Tunisie, Mais c'était dans Maroc. les plans. C'était dans les plans, tout ça, Ok, justement. donc mais c'est pas oublié, ça reste quand même en tête. Ouais, parce que l'affaire, c'est que le brand Kéké Show, c'est un brand qui doit être Mobile. plus c'est ça, on n'est pas obligé d'être stationnaire là. C'est sûr qu'à la base, il y a un format que les gens doivent se retrouver, mais je pourrais dire avec les sujets que je parle, c'est beaucoup sur des sujets très internationaux là, sur les réparations là, tu sais. Mais par exemple, Sur les réparations. Les réparations, la communauté afrodescendante. Tu vois, Oh, quand ok. on parle de la même façon que tu vois dans la communauté juive, justement, il y a eu les réparations, les Japonais par rapport aux États-Unis, mais là, c'est vraiment un sujet qui est vraiment, je pourrais dire, mis de l'avant aux États-Unis par rapport à l'État américain. Il y avait eu Johnny Cochran à l'époque qui avait essayé de poursuivre le gouvernement américain. Puis 3 semaines après, il est mort. Mais il est mort. Puis c'est comme si ça s'est passé. Ça s'est Puis dans le beurre étouffé. comme ça, exactement. Ensuite, il y avait Jean-Bertrand Aristide qui avait, en 2004, été en France, puis il a dit, bon, puis personne ne savait justement qu'est-ce qu'il allait dire. Il dit, bon, il arrive devant justement le gouvernement français. Il dit, bon, ben vous nous devez une dette de 21 milliards de dollars, blablabla. Bla, bla, bla. Puis à partir de là, ben il y a l'ambassade française, puis justement américains qui l'ont dit, regarde, ce message-là, t'arrêtes. Puis après, ils ont commencé à faire une pression, sont arrivés, puis ils ont dit, écoute, là, il va falloir que tu puisses t'en aller, puis ils ont commencé à salir son image, mais tu sais, c'est quelque chose mis de l'avant, ce genre de sujet-là, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas des sujets que je peux juste comme avoir ici, puis espérer que ça puisse avoir un certain poids à ces sujets que, tu sais, des gens en Martinique peuvent relayer, des personnes au Barbade, il y a beaucoup de pays, de petites îles qui veulent avoir justement ce débat-là. Alors, déjà 2 choses pour que les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas par exemple Native TV, parce que c'est important, parce que c'est ce qui va aller après sur la suite avec le Kéké Show et ton message aussi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que Native TV, quand est-ce que ça a été créé, un peu son histoire aussi, pour que les gens comprennent un petit peu aussi quand même, parce que... Ben, Native TV, en fait, il y avait déjà une initiative avant, avec Jean-Yves puis son équipe.
Et à l'époque, quand ils ont voulu le faire, c'était beaucoup avec une nature beaucoup plus BET, urban music, kind of vibe. Et à l'époque, il y avait eu justement des entités comme Musique Plus qui n'étaient pas d'accord avec ça. Fait qu'ils ont commencé à bloquer. À bloquer, puis, ouais. Fermer les portes. Exactement, appeler leurs contacts pour que ça passe pas, tu sais. Ensuite, avec ce temps-là, ben, tu sais, j'arrive avec comme mis le projet de côté, ses partenaires, comme ils se sont aussi dit, you know what. Retiré. Exactement. Fait qu'après, quand il y a eu l'époque de Netflix, le streaming, lui a comme eu dit, c'est quoi, c'est ça le futur, whatever. Fait que, tu sais, je veux recommencer là-dedans, mais tranquillement. Parce que quand il avait commencé à faire la première initiative, c'est très comme spectaculaire, le monde en parlait, mais tu sais, il n'y avait pas nécessairement le travail de terrain. Là, il a fait le travail de terrain, il était justement voir Bell en Ontario, boum, il est rentré dans ce système. À partir de là, c'est facile d'avoir une licence de chaîne spécialisée pour ensuite faire une demande de chaîne de base. C'est ça. Qui est justement dans à la grandeur dans du Québec. Bouquet, ouais, c'est ça. Exactement. So, pendant que lui, il travaillait de son bord, moi, je travaillais déjà, genre, mon Kéké Show. Et j'avais déjà mon Kéké Show, je faisais mon show. T'étais indépendant à l'époque? Ben, je suis toujours indépendant, en fait. Tu sais, je travaille avec Natif, mais je suis pas nécessairement, genre, un employé de Natif. C'est plus ça. C'est un partenariat que j'ai. Justement, j'ai ma production, justement, Kéké Studios, qui travaille avec Natif. Okay, donc, s'il y a un projet, s'il y a quelque chose qui, une affaire que lui a, il va m'appeler au bureau. Si moi j'ai une idée, je vais juste l'appeler. Puis on va travailler ensemble. Fait que c'est pour ça que quand les personnes disent, ah ben tu sais, t'es dans Natif, ben tu sais, oui, ok, c'est correct, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est dans Natif. T'es un peu quand même l'animateur emblématique de Natif. Je veux dire, t'es le show number one de Natif. C'est ça, fait que moi je suis Natif. C'est ça. T'es un peu l'image. C'est un peu voilà, tu sais, c'est comme, je suis Natif ou je suis pas Natif, peu importe comment tu le vois, whatever. Moi, je le sais que je suis Natif. T'sais. Et si on veut voir Natif TV là en ce moment, c'est sur Internet? Non, tu peux aller sur Bell. 1168. 1168. Mais si t'es sur Vidéotron, maintenant, tu ne peux pas la voir. C'est uniquement si t'as les abonnements Bell. Okay. C'est ça. Ou télécharger l'application mobile. Alors là, l'application mobile, en plus que ça, c'est Jean-Yves qui m'avait dit, j'étais pas au courant. Tu peux, avec l'application mobile, l'avoir au Maghreb. C'est là où exactement. C'est pour ça que tout le monde vous suit et vous regarde, en fait. Exact. Donc, est-ce qu'il y a plus de vues à date sur l'application mobile ou avec les codes d'écoute de Bell? Ou est-ce que tu sais ça à peu près? Mais moi, j'ai commencé sur le net. Fait, moi, ça a toujours été... moi, j'ai bâti, je pourrais dire, une clientèle extrêmement web. OK. Et ensuite, il y a eu, à travers la rediffusion de mon émission sur Bell, il y a une autre clientèle qui a embarqué là-dedans. Fait que moi, c'est le mélange des deux. Est-ce que tu dirais que ta tranche d'âge qui t'écoute, c'est un peu les 16-40 ans? La tranche active, vraiment? Non, c'est vraiment 25-36. Ah, c'est un peu plus vieux alors dans ce cas-là. 25-36. Les jeunes sont... Les jeunes écoutent plus mon podcast hip-hop. Rap politique, c'est plus ça. Genre... Plus rap politique, ouais. Mais là, quand tu parlais des demandes de réparation, c'est des choses qui sont toujours en cours, qui ont été... Est-ce que tu peux en parler un petit peu, là, un petit sujet, un petit peu quand même, justement, par rapport à ça? Ben, en fait, comment je pourrais dire, c'est que... Et aussi, on est le mois... le mois d'histoire des Noirs. Est-ce que tu peux nous faire un lien avec sur les deux, nous parler un peu de ça, justement, pour les gens qui nous écoutent? Tu sais, les réparations, ça a toujours été un sujet extrêmement controversé parce que il y a toujours ce côté pourquoi que les Juifs ont eu des réparations, en fait. Puis l'affaire, c'est que les gens, pourquoi les gens comprennent... L'affaire, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que les réparations, justement, d'Israël, ça a été à la base, à travers la guerre, à travers les banques, puis que c'était littéralement une certaine promesse par rapport à un territoire qui devait restituer après. Et qu'ensuite, quand il y a eu justement le vote à travers l'ONU avec Ben Gurion, puis ils ont eu le territoire, c'est comme si il fallait qu'ils puissent avoir une restitution, mais à travers justement, il y a l'ONU, il y a l'État d'Allemagne, il y a les banquiers. Fait que c'est pas nécessairement des réparations qui sont faites juste aléatoirement. Tandis que nous, on va avoir certaines réparations sans avoir un certain rapport de force. Tu comprends? On n'est pas dans une certaine position pour qu'on puisse avoir des réparations. Il faut qu'on soit organisé, il faut qu'il y ait un vrai procès parce qu'on a des chiffres. C'est pas nécessairement on veut des réparations out of the blue. Comment il y a eu... Par exemple, si les Afro-Américains vont avoir des réparations par rapport à l'État américain, il faut qu'ils puissent monter un case. Nous, les Haïtiens, nous, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a le chiffre à peu près. Non, mais c'est ça, c'est réparation pour les Haïtiens ou réparation pour la traite négrière? Enfin, est-ce qu'on peut encore dire négrière? Oui. En tout cas, c'est pas avec moi que... Il a peur, là. C'est pas avec moi qu'on va... C'est ça, c'est pas avec moi qu'on va nécessairement mon forcer avec ces trucs-là. Mais il faut discuter, là. Mais est-ce que ça que je veux dire... Mais attention, tu sors. Moi, je m'en fous. J'ai rien à voir. Mais c'est par rapport aux Caraïbes, parce qu'il y a quand même une différence aussi entre
les gens, les Africains, les Caraïbes, etc. Donc, est-ce que c'est une réparation par rapport aux gens qui ont été déplacés à cet endroit-là, donc dans les Caraïbes, Martinique, Barbade, etc., etc. Ben, en fait, c'est que... Ou c'est pour Non, c'est vraiment chaque pays a son chiffre qu'il peut aller réclamer, comme justement la Barbade, tu vas aller demander aux Britanniques. Nous, pourquoi qu'on a le chiffre spécifique? C'était à une certaine époque où les Haïtiens qui ont été le premier pays à avoir justement fait de la révolte, puis à partir de là, ben ça a comme accéléré le processus dans les Antilles, justement, puis que les Américains, eux, ils ont dit mais il faut pas que cette histoire-là soit plus propagée parce qu'on va justement donner des idées à nos esclaves, à nous. Puis c'est à partir de la révolte haïtienne que même les Français ont perdu justement la Louisiane puis certains territoires. Fait que ça, c'est des choses qu'ils ont pris à cœur, les Français. Ben, on l'a vendu quand même, la Louisiane, mais... Oui, mais bon. À perte. Oui, ça, c'est vrai, quoi. À perte. Parce qu'on pensait que c'était pas... Exactement. C'était un truc de bouseux, c'est ça ce qu'ils disaient. Des arpents de neige. Donc, à partir de là... pour être reconnu comme un État, comme un pays à l'époque, il fallait se faire reconnaître par une superpuissance à l'époque, que ce soit l'Espagne, que ce soit les Britanniques et tout ça. Portugal, etc. Puis, justement, la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, tu sais quoi, on va faire on va faire un deal. C'est que vous allez être reconnu, sinon on va vous envahir, on va vous attaquer, mais vous devez nous payer une certaine dette. Puis cette dette-là n'était pas justifiée. Puis il n'y avait aucune justification, en fait. Aucune justification là-dedans et tout. Puis c'était justement pour dédommager justement les pertes que nous, on a eues, notre honte, tout ça. Puis à partir de là, il y avait déjà des personnes qui étaient opposées par rapport à ça. Puis à partir de là, il y a des personnes qui ont dit, OK, non, ça, c'était carrément de l'exploitation. C'était carrément genre... tu sais, puis... Peux-tu me réexpliquer? Je suis désolé, je suis un peu... Peux-tu juste me réexpliquer? La France a demandé une dette. Ils ont donné une dette de réparation qui n'était pas justifiée. Mais c'est-à-dire qu'ils ont dit à Haïti de payer une dette, c'est ça? Ouais. D'accord. Sous les menaces qu'on va vous attaquer pour faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez pas, on va vous tuer. C'est ça. Ça, c'était on va vous attaquer, mais basé sur rien, tout ça. Là, c'était quelle année à peu près, juste pour... 1821. 1821, ok. Ok. Et donc après Napoléon, quoi. Après Napoléon. Napoléon, Donc, à partir de là, il y a eu je pourrais dire des initiatives justement pour se relever. Les Américains, eux, comment je pourrais dire? C'est comme si les Français ont déjà saccagé Haïti, mais les États-Unis ont vraiment comme fait Haïti devenir leur colonie, je pourrais dire, économique en fait. Ah oui? Comment ça? L'occupation américaine. Parce qu'ils ont colonisé après. Oui, je sais, mais il dit colonisation économique. C'est ça que je... C'est que l'affaire, c'est que... le riz. C'est que les Américains, déjà, c'était pas stratégique qu'il y avait une certaine influence européenne qui soit dans leur territoire. Fait qu'eux, ils étaient comme, OK, you know what? On va racheter la dette. Comme nous, la dette va aller sur nous, finalement, les Américains. Donc, en fait, ils prennent la dette de Haïti. Mais ils contrôlent l'économie en retour. Exactement. Fait que là, ils ont dit, ben là, à partir de là, on va contrôler aussi vos banques. Fait que là, à partir de là, il y avait des Marines qui sont venus en Haïti prendre l'argent, justement, directement dans la banque. Des choses c'était pas des choses qui étaient naturel, littéralement, institutionnelles, là. T'avais pas le droit de faire ça. Ensuite, c'était vraiment contrôler les ports. Ils vous ont même piqué tous les films de zombies, ils l'ont piqué à Haïti, ça. Ouais, non, mais c'est vrai, ça. Ah ouais? Les zombies, parce que il y a... Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais je crois qu'il y a le vaudou en Haïti, hein, qui vient d'Afrique à la base. Il y avait un film aussi sur ça. Hein. Mais ils ont fait plein de films sur les zombies, t'es d'accord? Oh, c'est ça que tu voulais dire quand t'as dit... Ok. Ce que je veux dire, c'est que dans le vaudou, des fois, t'as des gens qui disent « Ah, lui, c'est un zombie et tout », et les Américains, ils ont vu ça. Et ils en ont fait Ok, ils ont monétisé ça vient de là, film. En fait, les films de zombies, en quelque sorte. Il y a une inspiration, mais il y a d'autres sources aussi, mais tu sais, je pourrais dire, l'Haïti, ils sont très forts aussi dans la culture vaudou, là, c'est vrai, dans toute cette culture-là. Puis, tu sais, les Américains aussi, pour peut-être freiner un peu l'influence communiste à l'époque, par rapport à Cuba, mais ils ont décidé de dire, tu sais quoi, on veut contrôler aussi, la narrative justement des présidents. Donc à partir de là, c'est là que la CIA a commencé à s'infiltrer dans le gouvernement haïtien pour influencer justement qui allait être les prochains présidents, qu'ils allaient être pour
les intérêts justement de... Donc en gros, les dirigeants d'Haïti étaient comme une marionnette américaine. Ben, jusqu'à présent. Haïti s'est jamais rapproché des Russes pendant la guerre. Mais justement, 2 secondes. c'était ça un peu. 2 secondes, tiens, C'était ça le but, en fait, mais c'est que quand ils ont vu un peu ils ont vu le discours de Duvalier, puis ils ont dit, ben, c'est à notre avantage de pouvoir donner à Duvalier qu'est-ce qu'il veut pour qu'il puisse un peu s'éloigner. Puis là, Cuba, eux, voulaient s'associer avec Haïti, même pour dire, tu sais quoi, on va essayer même de pouvoir faire une occupation en Haïti pour pouvoir leur dire, écoute, now we have to fight. Mais à partir de là, ils ont vraiment freiné ça rapidement parce qu'ils avaient vu déjà qu'est-ce qui se passait. Fait qu'eux, ils ont dit, c'est quoi, on va essayer de pouvoir freiner, contrôler Haïti pour que ça ne soit pas un endroit stratégique pour la Russie, mais ça ne soit pas aussi un endroit stratégique pour que les Noirs en général pensent que vous pouvez juste être une république puissante dans notre territoire. C'est vraiment, comme on dit, l'Amérique aux Américains. En fait. Donc, nous, en fait, c'est ça. Ça a commencé avec les Français. Ensuite, avec les Américains, puis jusqu'à aujourd'hui, ben avec les Clinton aussi, qu'ils ont... Mais il n'y a pas eu les Espagnols à un moment... Ah non, eux, c'était au début, c'était vraiment au début, quand ils ont vraiment tranché Hispaniola en deux, avec la France, ils ont pris le côté plus République dominicaine. C'est ça. Puis ensuite, il y a eu le côté des Français. Haïti, République dominicaine, actuellement, c'est toujours un peu en conflit aussi. Ouais. Le conflit est très compliqué. C'est dû à quoi, ça, justement? Ben, en fait, c'est que quand il y avait eu... à travers justement la libération, on avait chassé justement, on les avait aidés à chasser les Espagnols, on a repoussé les Britanniques, les Français, et ensuite, ben sur l'île, il fallait pouvoir comme créer un certain ordre. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Boyer, le président Boyer à l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu en fait uniformiser un peu genre l'île sans prendre en considération un peu l'influence espagnole qui était là-bas. Genre, ils voulaient bannir certaines affaires, ils voulaient faire une certaine loi, une certaine constitution. Donc, ça les plaisait pas d'une certaine façon. Donc, eux, ils ont comme senti qu'il y avait une certaine occupation de notre ancien partenaire aussi. Fait qu'ils l'ont pris un peu personnel. Tandis qu'ils se sont dit, mais tu sais, on a combattu pour vous à la base. Fait que, ils se sont alliés avec vous. C'est ça, mais à la base, on a comme, on a eu l'armée, c'est nous qu'on a provide ça. Fait qu'en quelque sorte, tu sais, laissez-nous gérer l'affaire. Puis ils ont dit, non, il faut gérer en même temps. Puis à partir de là, ben, il y a eu certains conflits. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait de leur bord? Mais c'est comme s'ils se sont remis dans une certaine tutelle, les Espagnols. Eh oui. Pour dire, OK, vous voulez jouer à ça, ben nous, on va se mettre sur la tutelle des Espagnols. Puis nous, on dit comme, on vient de combattre tout ça. Puis et vous remettez sous tutelle exactement. derrière. Donc, il y a eu juste cette séparation. Puis à partir, il y a eu comme cette friction-là qui, selon moi, a été une mauvaise décision politique de Boyer. Puis à partir de là, ben là, eux, les Dominicains, eux, sont organisés pour chasser les Espagnols de leur bord. Puis à partir de là, mais c'est là qu'il y a eu la division. Il y a eu certaines divisions. Fait qu'à la base, tu sais, on était... Et qu'on ressent encore un petit peu à l'heure actuelle. Un peu moins, je pense, mais qu'on ressent encore... Ouais, il y a encore cette... mais plus léger, on va dire. Ça, au fil du temps, ça s'adoucit. C'est encore là. C'est encore très présent. Tu vois que... c'est peut-être aussi un peu enfin, j'en sais rien, mais une guerre de classe un peu, quoi. C'est-à-dire que les Républiques dominicaines est quand même ils sont plus confortables financièrement, enfin, en moyenne, avec le tourisme, avec d'autres choses, que peut-être il y a une forme de jalousie de classe. Ben c'est sûr que les Dominicains considèrent un peu les Haïtiens comme... Oui, parce qu'ils vont plus se considérer plus tu sais, leur racine espagnole que leur racine africaine, contrairement aux Cubains, en fait. Je pense qu'ils vont renier en quelque sorte un petit peu. Ouais, ben tu vas parler des fois des Dominicains, ils vont pas se considérer black, puis le gars est plus foncé que moi. Tu comprends? Ouais. Donc il y a cette identité vraiment dominicaine qui vont pas vouloir s'associer justement avec les Haïtiens à cause de comment le pays puis l'état du pays est en ce moment. Mais il y a tout ce côté où le pays est vraiment étouffé puis oppressé par les États-Unis en ce moment. C'est vraiment tout est contrôlé par les Américains. Si Haïti veut changer, il va falloir qu'il puisse avoir peut-être un Haïtien qui va être soit républicain ou démocrate qui va devoir justement enlever justement cette mainmise. Parce que là, c'est les ressources naturelles, les élections, toutes je pourrais dire les multinationales là-bas et tout, c'est tout contrôlé par eux. Tout par les Américains. Puis eux, ils protègent l'intérêt je pourrais dire, la bourgeoisie, en fait. Attends, je te coupe 2 secondes. Passe devant la caméra, c'est bon, viens t'installer, y a pas de souci. Il y a une jolie demoiselle qui vient de rentrer, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, elle fait que passer.
Ouais, donc tu disais justement, les Américains donc du coup contrôlent en fait toute la finance en fait d'Haïti Exactement. encore à l'heure actuelle. Ouais. Ok, d'accord. Je comprends un peu mieux maintenant le conflit parce que c'est vrai que j'arrivais parce que j'étais allé plusieurs fois en République Dominicaine et c'est vrai que j'avais remarqué ce conflit justement avec Haïti et je ne sais pas d'où ça venait. Je dis mais Ouais, c'est Ouais. très. Ben, il y a aussi. Mais C'est ça, si- c'est politique, c'est historique, puis c'est avec le colorisme. S'ils contrôlent, encore aujourd'hui, tu parles, hein, les Américains, une partie de l'économie, les multinationales, etc., qu'ils ont encore la main mise, c'est que forcément, sur place, ils ont une bourgeoisie complice. Oui. Ben, Tu peux pas faire ça sans. C'est que Bah non, c'est bah qu'il y avait la première bourgeoisie traditionnelle, en fait. C'est que Haïti, les premières classes, c'était justement les esclaves qui étaient le peuple. Il y avait les affranchis et ensuite, il y avait les colons. OK? Les affranchis, c'était ceux qui avaient pu avoir justement leur libération d'une quelconque façon, où il y avait justement les enfants métis qui étaient avec un colon ou un esclave. Puis à partir de là, c'est comme si ça créait une certaine classe sociale, genre, mais ils avaient pas l'avantage de colon, puis ils avaient pas nécessairement la malédiction justement d'un esclave. À Mais partir de là, ils quand... avaient plus d'argent. Ouais, on parlait au niveau monétaire. Ben, ils avaient plus de privilèges, mais ils étaient comme nulle part ensemble parce qu'ils n'avaient pas nécessalement les propriétés. Ils n'étaient pas encore les propriétés. Je Justement, parce qu'il y avait encore les colons Ils jusqu'à étaient temps ni que... esclaves, ni propriétaires. Exactement, mais ils étaient là. Fait qu'eux, ils avaient genre... C'était une sorte de classe moyenne. Exactement. Fait qu'ils avaient un certain privilège par rapport à eux, mais ils avaient des avantages par rapport aux colons jusqu'à temps qu'ils se sont fait vraiment chasser du territoire à travers Jean-Jacques Dessalines. Fait qu'à partir de là, c'est comme si ces classes-là sont devenues la nouvelle classe bourgeoise, les nouveaux colons de l'endroit et tout. C'est Et bon. à partir de là, c'est là qu'ils ont hérité justement des propriétés, puis qui ont dirigé, je pourrais dire, une bonne partie du pays. Et ça, c'est vraiment des fils d'anciens soldats, des affranchis. Ensuite, la migration européenne sont venus jusqu'à temps que... La migration européenne. Ouais, justement, parce que tu sais, c'est à cette époque-là, c'est des métis européens, en fait, qui sont là. Donc il y a des blancs qui sont venus d'Europe. Oui. Ah ouais. Oui, pour venir, il y a beaucoup de On parle de compagnies. quelle année à Ouais, peu on parle près, de là quelle période juste Ah, pour- ben, encore dans les 1800, quelques encore, là. Ça, c'est Ah vraiment ouais, d'accord. ouais. Fait que là, c'est Ok. beaucoup, c'est des Allemands, des gens qui viennent ici, puis ils viennent investir et tout. Fait que c'est beaucoup une bourgeoisie très blanche. À partir de 1900, à partir des guerres qui se passent justement au Moyen-Orient puis dans les pays arabes, c'est là qu'ils ont besoin d'avoir des terres d'accueil. Mhm. Fait que c'est là qu'ils commencent à avoir des Arabes ils viennent en tant que commerçants, exportateurs, puis ils sont vraiment dans leur coin, tu sais, puis là, les des marchands. Plus des Ils marchands, sont ouais. dans leur coin, tout ça. Il y a des marchands du Maghreb qui sont venus. Mais pas du Oh. Maghreb, du Liban, Beaucoup du Syrie. Liban, Syrie, Ok. Palestine Ok. et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... C'était une terre vraiment commerciale, en quelque sorte. Oui, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement un certain problème jusqu'à temps que il y avait un genre de privilège que le gouvernement avait commencé à donner à cette bourgeoisie-là Ok. parce que justement, ils avaient créé une certaine économie, un certain écosystème qui pouvait les avantager, puis que l'intérêt de Duvalier à cette époque-là, c'est de dire, tu sais quoi, il faut que je puisse me battre contre la bourgeoisie traditionnelle européenne qui ont trop de pouvoir. Donc moi, je vois déjà votre potentiel, fait que je vais vous donner tout cet avantage-là. À vous. Donc, il y a eu comme un genre de trafic d'influence. Donc, vous me financez, vous me donnez l'argent de tout ce que vous faites en ce moment avec vos plugs et tout. Et moi, je vais vous donner cet avantage-là. Donc, à partir de là, il y a eu le conflit entre la bourgeoisie traditionnelle européenne et la bourgeoisie arabe qui fait en sorte qu'aujourd'hui, mais il y a comme ce genre de conflit-là. C'est ces familles-là contre cette famille-là. Mais le peuple, à la base, qui est 90%, C'est le plus important. qui sont en bas, en fait. Donc, c'est le gouvernement qui est financé, contrôlé par ces familles bourgeoises. Donc Tu sais, par une minorité, mais- en quelque sorte. Mais au jour d'aujourd'hui en Haïti, la bourgeoisie, enfin les castes les plus hautes de la société sont, on peut dire, noires. Non. Non. Non, ben, Non. la plupart des Ah, je pays, pensais, tu vois. comme tu vois le Congo, l'Angola, l'Afrique du Sud, Haïti, le 8-9% qui ne sont pas noirs contrôlent 95%, 80% de l'économie. À l'heure actuelle, en 2023 Parce qu'en Afrique du Sud, ça ok, mais en En Angola, au En Congo, Angola? Ah ouais. mhm. Ok. En Haïti aussi. On les voit jamais quand ils... tu sais, Puis quand- il y a quand- même les... à la télé, tout ça, quand ils font des Mais reportages. comment ils vivent dans ce pays-là? Je veux dire, si t'es blanc et ultra riche en Mais Haïti, tu paies comment les tu fais? gangs.
Tu payes les gangs pour te protéger. Ouais. Parce qu'il y a pas de bouffe, t'as besoin d'avantages. Tu veux. Ils se payent une sécurité. Ils se payent des vagabonds dehors pour dire, OK, vous voulez ça, je vais vous donner ci, ça. On va vous donner à gérer ce quartier-là, on va vous donner de l'argent. Et en échange. Puis vous nous protégez, puis vous êtes là en train de nous sécuriser. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs et tout, mais il y a beaucoup de familles qui ne sont pas touchées. Pourquoi? Après, il y a aussi des Blancs qui viennent aider dans les ONG ou les trucs humanitaires. Ça existe quand même. Ben, beaucoup les ONG, c'est par exemple la Croix-Rouge, c'est comme une business aussi. Tu sais, plus qu'il y a du malheur, plus que tu fais de l'argent. Tu comprends? Non, Toi, par exemple, est-ce que tu es pour justement ces ONG-là? Non, moi, je suis plus pour le parrainage directement pour une famille. Parrainage direct? Ouais. Tu te contactes une famille et tout. Le WhatsApp, c'est très communiqué. Tu peux communiquer là-dedans, mais sinon, c'est une business. Beaucoup de personnes. Par exemple. Tu penses que l'argent que les gens donnent, mettons, moi, je fais un chèque de $1000 à la Croix-Rouge, non, tu penses que... pas où est-ce que ça va, non, parce que l'affaire, c'est que direct, la Croix-Rouge, tu sais, dans le sens que une partie de l'argent que tu donnes, déjà, je pourrais dire, une partie qui part déjà, tu comprends? C'est déjà contrôlé par une partie de l'État. Ensuite, il va avoir un gros partie du salaire, c'est pour les personnes qui sont là. Fait que eux, c'est des salaires qu'ils ont de 80 000, 75 000, 80 000, 60 c'est des salaires, oui. Fait que le 3 millions que tu as donné, que tu penses, ça a déjà payé le salaire d'environ une cinquantaine de personnes. Et ensuite, ben là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire. Ben, on va faire des kits, de survie, des kits sanitaires. Tu sais, j'ai travaillé avec les migrants quand il y avait justement les migrants qui sont venus ici. J'en ai aidé comme 2000 avec zéro budget. Pourquoi? Mais parce que j'avais l'aide de la communauté. Mais c'est ça qu'on fait. On fait des kits, on fait des affaires pour les enfants, on fait des affaires de médicaments, tout ça, whatever. Mais ça, on a fait ça gratuitement. Eux, ils ont payé des milliards à faire ça. Fait que quand la Croix-Rouge, ils disent qu'ils ont reçu des milliards et des milliards de dollars, whatever, puis ils ont construit 6 maisons. Puis quand tu les croises, mais ils vont juste éviter. Ils veulent pas répondre à ces questions-là parce que pour eux, c'est un business. Tu comprends? À un moment donné, Haïti était appelé le paradis des ONG. Tellement qu'il y en avait. Il y avait tout le monde qui allait là-bas. C'était toutes les ONG. Tu fais de l'argent. Quand il y avait le tremblement de terre aussi. En fait, tous les ONG étaient là-bas. Comme un seul homme, ils étaient tous. Mais moi, par exemple, à l'école de l'humour, j'avais mon prof de français, qui est un mec exceptionnel, qui s'appelle Antonio Dilala, qui lui va tous les ans en Haïti aider. Et tu vois, lui, par exemple, c'est pas un business, quoi. Il va vraiment, il va aider. Avec cœur et passion. Il a une personne en Haïti qui est en fait son fils adoptif, qui va voir aussi, etc. Il y a quand même aussi. Il y a des personnes bien intentionnées. Il va toujours en avoir des tensionnés, mais tellement qu'il y avait un business, je pense dire, corrompu là-dedans, qu'ils ont dû après filtrer, puis en allumer plein, là. C'était rendu maintenant, genre, je pourrais dire le running gag, là. Tu veux te faire de l'argent, whatever. Tu vas faire un petit organisme en Haïti, puis il va y avoir sûrement une catastrophe qui va arriver. Puis let's go. Et qu'est-ce que tu penses justement de la mode, par exemple je parle en France des influenceurs, je sais pas si tu suis un peu la mode des influenceurs, il y a notamment un influenceur Dylan Thierry, tu sais, qui est dans le viseur de Booba justement, qui lui lance à chaque fois des appels, aide humanitaire au Sénégal, aide humanitaire si, il récolte des 300 000, des 400 000 dollars, mais derrière il n'y a rien qui se passe. Tu vois, qu'est-ce que tu penses justement que ces gens-là qui ont des millions de followers, ils disent moi je veux aider, et derrière, finalement, on ne sait pas où est-ce que l'argent va. Qu'est-ce que tu penses de ces genres de personnes-là? Mais pour moi, encore, c'est même pas à la pointe du iceberg, tu comprends? Moi, je vais toujours viser, je pourrais dire, les personnes en autorité. Je pourrais dire, ça soit les gouvernements qui sont complices là-dedans, c'est les chefs politiques qui sont complices là-dedans, c'est les businessmen qui sont complices là-dedans, qui sont pas transparents, tu sais. Donc ça va encore plus loin que juste cet influenceur-là. C'est-à-dire que si cet influenceur-là fait ça, c'est parce qu'il y a tout un organisme autour qui le couvre en quelque sorte. Tu sais, qu'il le fasse, c'est bien, mais qu'il le fasse pas, ça devrait pas même tomber sur lui, cette responsabilité-là. Tu vas aider si tu veux, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Moi, j'avais fait une entrevue avec l'ex-premier ministre d'Haïti, Laurent Lamotte. Puis je l'avais dit, c'était quoi ton plus gros regret, genre, durant ton mandat? Il dit, tu ne pas avoir accentuer ma relation avec la Chine. Déjà, ça n'a même pas rapport qu'est-ce qu'il avait dit. Mais ensuite, tu sais, lui, il avait été dans la liste des personnes qui avaient été, genre, dans la liste de corruption en Haïti. Puis Mélanie Joly avait bloqué le compte bancaire de plusieurs businessmen en Haïti qui sont reliés à travers la corruption. Puis lui, il dit, oh non, je n'ai rien à faire avec ça. Non. Mais tu sais, c'est cette hypocrisie-là qui se passe continuellement en Haïti. Tu deviens politicien parce que tu sais que tu vas pouvoir avoir un argent que tu vas pouvoir extorquer pour ensuite déménager soit au Canada, soit à Miami, soit en Suisse. C'est un business pour être politicien en Haïti. Mais c'est un peu de partout pareil, même en France. Pour être politicien, c'est un peu la même chose. C'est un peu un business pour chacun. Je veux dire, c'est une carrière. Ouais. Et ma question est pour toi, là, pour clôturer sur Haïti, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait à Haïti pour changer justement? Qu'est-ce que tu penses que, là on est en 2023, mettons,
dans les 5 à 10 prochaines années, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer justement ce système? La dictature progressive. Dictature progressive? Ouais, comme au Rwanda. Mais vous avez déjà eu un peu de dictature à un moment donné avec. C'était pas progressif c'était du pas tout. Tonton, comment il s'appelle C'est ça, Papa Doc. Papa Ouais. Doc. Les Haïtiens sont au Québec à cause de lui. Ah oui? Je sais, ouais, bien Je sûr, savais la pas. diaspora. C'est à cause de Grosse lui que partie de la diaspora. ben, la plupart de la diaspora, la moitié de ma famille sont aux États-Unis, en fait, à Miami. C'est ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais que le mec, il est allé se réfugier en France à un moment donné. Mais non, Papa Doc? Au calme. Ouais. Ah ouais. Tranquille. Quand c'est à Chippo, il a volé je sais plus combien de... Trop d'argent. Trop d'argent. Il a Lui tout aussi, placé. il faudrait demander quelque chose peut-être à... Il a pillé le pays. Il a pas des petits-enfants qui peuvent Il y a sa payer. femme qui est encore en vie, par exemple. Sa femme? Ok. Mais il a pas des enfants, Il des... vivait tranquillement Ouais. dans le sud de la France. Ouais. Dans une Ouais. villa et tout. Ouais, c'est pour Et eux. il était quand même... Parce que le gouvernement français était au courant, tu comprends. Mhm. Il faisait semblant de pas être au courant, mais il était un peu protégé, quoi. Il était super protégé. Comment ils disent ça, diplomatique, là, où t'es intouchable. Un en asile quelque- protégé. Asile diplomatique. ouais. Asile diplomatique, c'est-à-dire que t'es intouchable, c'est-à-dire qu'on peut pas t'arrêter, on peut pas t'exporter, on peut pas... ouais, c'est ça, c'est... Parce qu'en fait, lui, on peut juste dire vite fait, là, je crois que c'est carrément, il y avait des gars armés dans les rues qui tuent. Enfin, c'était... Ouais, mais lui, il avait créé littéralement sa propre armée C'est dans ça. le gouvernement. Une armée, hein. Exactement. Un peu à la On parle Kim des Jong-un. tontons Macoutes, en fait. Voilà, c'est c'est ça. C'est les tontons Macoutes que lui... Et eux, c'était une équipe d'élite, c'est ça? Ben, c'était une armée dans l'armée, en fait. Eux, ils étaient chargés de faire qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent, à Non, mais l'intérêt du pas gouvernement. d'élite, Fait que c'était, tu sais, Oui. je pourrais dire, c'est que, C'était... C'est les équipes d'élite, ils butent pas des femmes et des enfants, quoi. c'est Ouais, ça. c'est vrai. Genre, ils arrivaient, ils te tiraient, ils étaient pas Ben, condamnés, c'est ça? si t'étais du parti politique opposé, ben, ils étaient Mais à en l'époque, mesure... qu'est-ce que tu disais contre le gouvernement? Non, ben, c'était ça. T'étais Donc, genre, dessus. par exemple, tu t'exprimais, genre, ah, j'aime pas trop, là, Eh ben, il y a un peu plus de taxes. Boulette Bam. dans la tête, Si tu parlais trop fort. boulette dans la tête, Ouais. direct et Ouais. tout. Genre, tu pouvais le dire tout seul dans ton lit, ah, je paye Ouais. trop de taxes. Genre, un exemple. Exactement. Fait que, tu sais, quand je dis oui, dictature progressive, oui, bon, ça, c'est dans l'extrême des mesures. Mais sinon, moi, comme je dis toujours, comme Haïti appartient aux États-Unis, il faudrait qu'il soit avoir un Asian American qui soit à l'autre bord Mm. et décide de pouvoir changer. Parce que c'est bien beau d'avoir des discours ici. On a un discours avec Trudeau, Emmanuel Debout. Ils savent rien se donner et tout. La plupart des personnes sont à l'autre bord. La plupart de leurs comptes en banque, à toutes ces malfrats-là, ils sont aux États-Unis. C'est pas vraiment au Canada. Fait que si tu veux vraiment changer la politique puis apply pressure, c'est aux États-Unis, c'est pas par rapport au Faut aller Canada. donc plutôt côté des States que côté du Exactement, Canada. puis il faut qu'il y ait littéralement un mouvement de conscientisation puis mobilisation justement par rapport à ça, tu sais. Mais c'est ça qui est compliqué, je trouve, là-dedans, parce que tu sais, effectivement, il y a beaucoup à reprocher à l'Occident dans ces histoires-là, puis tu connais ça 1 million de fois mieux que moi, mais il y a, tu sais, il y a aussi beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis, par exemple, qui sont très contents d'être aux États-Unis et qui vivent des vies intéressantes, plus intéressantes que s'ils étaient restés en Ouais. Haïti, et qui sont et qui remercient les États-Unis d'un côté, même s'ils sont loin de leur pays, etc. Mais il fallait que la Et donc, plupart, il y a- mais la plupart de ces Haïtiens-là, il fallait qu'ils cachent qu'ils étaient Haïtiens parce qu'ils étaient pourchassés. Tu peux pas dire que t'étais genre pourchassés par Nigérien qui? par les Américains parce qu'à un moment donné, il y avait eu cette rumeur-là que c'était les Haïtiens qui ont amené le sida en Amérique. Hmm. Parce qu'il y avait Qui eu- disait ça, et- Ben, parce qu'il y avait eu une personne qui était en Afrique, qui ensuite s'est déplacée en Haïti. Mhm. Ensuite, d'Haïti, il était à New York. Puis là, après, c'est là qu'ils disent que le VIH est venu en Amérique. Puis à partir de là, mais le monde, on dit, c'est un Haïtien. Ils disent, non, c'est une personne qui est en Afrique, on sait pas c'est qui. On sait pas. Puis après, qui a fait un stop en Haïti, qui a infecté des gens en Haïti. Et de là, boum, puis là, à partir de là, c'était la rumeur, puis c'était ce côté-là où est-ce que mes cousins, même à New York, devaient se cacher, de dire qu'ils étaient What? haïtiens. Ouais, c'est, Oui, ben, tu sais, même haïtien, quand Wyclef, il dit, l'aime ta l'école américaine, t'es contre Jourim. Puis après, c'est qu'il devait cacher qu'il était haïtien parce qu'il y avait cette réputation-là, you bold people, you sick people, il y avait tout ce côté-là. Fait que beaucoup d'haïtiens, Ça, c'est c'est à horrible. partir partir de les années 90 qu'il y a eu vraiment la fierté haïtienne que là, les personnes, là, c'est rendu un trend, là, tous les rappeurs vont dire et tout, mais c'est vraiment à partir de, je pourrais dire, les Fujis, là, que Wyclef a commencé à dire, OK, moi, je suis haïtien, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Là, après, il y en a plein, ils ont commencé à dire, moi, je suis haïtien, mais à partir de là, La beaucoup fierté de haïtienne personnes- est revenue Ben après, oui. ouais. C'était comme, c'était pas cool, là, t'es un haïtien, là, vraiment, là. Ouais, mais après, tu peux dire aussi pareil dans ces années-là des homosexuels, par exemple, qui étaient aussi accusés de transporter, ouais. propager le... Oui, mais là, c'était par d'autres noirs. C'était les Afro-Américains contre les Haïtiens aussi. Ah oui? Ben, pourquoi tu penses... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zoe Pound? Non. Non, Zoe c'est pas Pound, c'est ça. la plus grande gang haïtienne aux États-Unis. Ça Ok. a commencé à partir de Miami. Zoe Pound, c'est une clique
gang, ils sont là. Dis-toi, quand tu vois Rick Ross marcher bien à Miami, il y a Zopound derrière. Quand tu vois 50 Cent, Zopound derrière. Mais Zopound, c'était littéralement une clique qui devait se battre contre la haine des Afro-Américains envers eux. Wow. Parce que c'était tellement fort, cette image-là, cette haine envers les Haïtiens pour dire que vous êtes genre justement mais ça, c'était justement une propagande médiatique parce que ça n'a jamais été prouvé que ça a été par un Haïtien que ça a été l'autre bord. Ça a été contacté quelque part, puis la personne a fait un stop. Puis là, la dernière place... Même si ça avait été un Haïtien, c'est pas de sa faute, là. Ils ont généralisé. Puis à partir de là, ben, les Afro-Américains, mais eux, les Haïtiens, c'est jusqu'à dernièrement, et même là, je suis dans beaucoup de débats dans des pôles African-American, puis des Haïtiens, puis déjà là, ils disent des niaiseries, je suis comme, waouh. Mais d'ailleurs, là, tu parles, ça, je savais pas, tu vois les trucs entre Afro-Américains et Haïtiens, ou même peut-être entre diaspora haïtienne des États-Unis et Haïtiens, doit y avoir des fois des... Mais entre Haïtiens et Africains, ça aussi, il y a aussi des tensions. Oui, ça, c'est justement encore là, c'est cette brisure, puis justement ce lavage colonial, en fait. Quand moi, je vais faire un DNA test, là, je vais voir mon ami qui est généalogiste, mais lui, il va pouvoir me dire, ben yo, tu regardes, t'es comme 40% béninois, t'es 20% ci, t'es 20% ça, tu vas en Haïti, il y a des places comme ça s'appelle Limbé, tu vas au Bénin, il y a une grande statue de Toussaint Louverture. Donc, il y a ce côté-là où est-ce qu'il y a ce lien entre l'Afrique et les Antilles. C'est juste que à cause de ce lavage de cerveau, nous, notre standard d'excellence, c'est être justement comme l'Occident. C'est ça notre paradigme d'excellence. On ne peut pas être excellent à travers nos racines à nous. Tu comprends? C'est quoi l'excellence africaine? C'est quoi l'excellence noire? Non, pour nous, c'est des trucs sous-développés. Fait que nous, on va essayer de pouvoir exceller dans les pays, je pourrais dire, Occident, tandis que même eux, ils disent, regarde, ça marche pas vraiment non plus, notre truc et tout. Je pense que ça, c'est dans toutes les Caraïbes, en fait. Il y a un côté genre, on est plus, on est mieux, quoi, on est plus en avance, ou je sais pas comment on peut dire, que en Afrique. Oui, mais c'est justement, c'est ce côté-là, la colonisation et tout, c'est le métissage, c'est dire que moi, j'ai un peu de ce sang blanc et tout, moi, je suis un peu plus supérieur qu'à vous et tout, tandis qu'à la fin de la journée, ben, on ne contrôle pas, tous ces pays-là ne contrôlent pas leurs ressources. Donc finalement, le racisme est partout, quoi. Oui, mais il y a quelque chose que moi je donne toutes les nuances de gris du blanc au noir, le racisme est à toutes les intersections. Exactement, mais il y a quand même quelque chose que moi je fais une spécification, c'est que il y a quelque chose que j'appelle la négrophobie. C'est-à-dire ça? La négrophobie. Moi j'ai ça, moi je suis vachement. La négrophobie, c'est que la négrophobie, c'est quelque chose qui a été créé depuis l'Antiquité, puis qu'il y a des sociétés, des cultures et des religions qu'ils ont fondé justement leur concept par rapport à ça. Donc il y a des livres saints, il y a des livres, il y a de la science, il y a des trucs qui ont été fondés par rapport à ça. Il y a fait à partir de là, c'est que oui, il y a le racisme systémique par rapport au système, puis justement le social construct, mais il y a encore cette notion-là qu'à une certaine époque, il y a des livres saints super populaires qui ont été transmis à travers des milliards de personnes, que la peau noire est une malédiction. Waouh. Tu comprends? Qu'on parle de la malédiction de Noé. Ça, c'était quelque chose. Que même les Noirs croient eux-mêmes, quoi. Enfin, que certains teints noirs c'est pour ça qu'ils mettent de la crème blanchissante. Ouais, ou ceux qui se lissent les cheveux. Exactement. Ça, c'est tout ce complexe-là qu'il faut que je puisse ressembler à le standard de quoi? Le standard de l'excellence. Si tu arrives, tu mets une photo de Jésus blanc, c'est que Jésus blanc doit ressembler à ça. Fait que si Jésus ressemble à ça avec des cheveux blancs, avec des yeux bleus, il faut que je puisse ressembler le plus rapidement à mon Seigneur, à mon Dieu. Donc, si moi je ressemble à ça, si je ressemble forcément à qui? Pas à Dieu. Sûrement un genre de démon diable, parce que même Jésus, c'est quand même un truc occidental à la base, quoi, que vous avez repris à votre compte en Haïti ou dans d'autres pays africains, mais je veux dire, c'est quand même c'est par comment dire, évangélisme, quoi. On a converti des gens. C'est pendant la colonisation, en fin de compte. C'est ça, c'est pendant la colonisation. C'est un comme les Sud-Américains. Les Incas. Toute l'Amérique du Sud, c'est ça. C'est exactement. Pourquoi la religion première en Amérique du Sud, c'est le christianisme? Parce qu'il y a eu justement les Portugais qui étaient au Brésil, t'as eu les Espagnols, la France et le Britannique qui sont venus en Amérique du Nord. Et toi, actuellement, là, on a bien parlé de ce sujet-là, mais ton plus gros combat actuel, si t'aurais un combat à dire au niveau du Québec. Si t'avais, pardon, si t'avais. Merci. Je vais arrêter de boire ça, là. Anish, c'est ça. L'histoire des Anish, c'est vraiment nice. T'es tipsy, and you kick some knowledge. Parce que même mes yeux sont comme ça et tout. I'm like, damn, yo. Yeah, t'es là, t'es bien, tu sais. Non, mais quel serait ton combat numéro 1 au niveau du Québec? Je parle vraiment
au niveau du Québec, qu'est-ce que pour toi, est-ce que tu ressens une injustice au niveau du Québec? On a parlé récemment, je sais, ici au niveau de la police. On avait parlé, rappelle-toi, dans l'émission avec justement Renzel qui était venu, il y avait Sacha aussi qui était venu débattre. Est-ce que pour toi, ce serait le sujet numéro 1, justement, ça, ou il y aurait d'autres sujets qui pour toi seraient importants à mettre sur table? Envers la communauté noire? Oui. Je trouve que c'est un endroit stratégique pour que la communauté noire au Canada, notamment aussi au Québec, qu'on peut être capable d'être un blueprint pour les autres communautés sur l'excellence, en fait. Il y a beaucoup d'avantages que tu peux avoir à travers le gouvernement qui est en place par rapport à la conscience puis aux initiatives. Tu sais, dans le sens que Trudeau est le premier leader à avoir déclaré que son pays avait un problème de racisme systémique. Il n'y avait aucun leader qui avait considéré ça. Ensuite, durant la pandémie, il a décidé de s'asseoir avec des compagnies, des entrepreneurs noirs pour dire, tu sais quoi, on va faire un système de prêts qui malheureusement vous ont été refusés pour beaucoup d'éléments, mais on va vous donner une affaire alternative pour vous aider. Ensuite, à travers le gouvernement... J'aimerais bien ça, que si ça pouvait s'appliquer à moi, ce serait ça. Là, tu peux dire que t'es... Ouais, je vais essayer de... Que tu viens d'Haïti, Excuse-moi, je t'ai partie de la bourgeoisie. Continue. Ensuite, il y a le Black Caucus aussi qui a été créé auprès du gouvernement libéral. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont arrivées. Donc, moi, je pense que on est dans une certaine position pour essayer de pouvoir capitaliser sur qu'est-ce qui se passe en place parce qu'on sait que le gouvernement va changer très prochainement. Puis que probablement, ils vont pas avoir les mêmes intérêts ou la même écoute ou le même travail qui se sont faits. Tu penses que Trudeau va partir bientôt? Il va partir, oui. À travers... Mais il a pas été réélu, là, il y a pas longtemps? Oui, il a été élu 2 fois, non? Ouais, mais... Mais il va démissionner avant la fin de son mandat? Ben, pas d'émission, mais regarde, avec la gestion du confinement, du Covid, puis tout ça, voilà. Mais pourtant, il a été réélu. Moi, je pense qu'au moins, il termine. Il a été réélu après. Oui. Il va terminer, mais après, le PI va finir à un moment donné. Mais je sais pas si légalement, il pourrait être... Bah si, tu peux. Oui, Mais tu peux. Et ici, il n'y a pas de limite. De l'opposant, tu sais, pendant... Exact. Moi, je sais pas. Je peux pas dire que il va rester ou pas, mais... Moi, je sais pas, je le trouve bien solide, Trudeau. Les gens l'aiment bien, tu sais, en général. Il a quand même été élu largement. Quand tu regardes les dernières élections, bah, il a été élu... Non? Bah, moi, je parle au niveau des élections, là. C'est un Macron, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est une bête de communication. C'est un très bon communicant. Qui glisse dans les mains, quoi. C'est un poisson, quoi. En tout cas, pour non, mais c'est pour les avantages de la communauté afro-descendante. Peut-être. Ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas accès avant que lui a pu reconnaître. Petite question. En même temps, excuse-moi, moi j'ai un ami en France humoriste qui s'appelle Edgar Rive, qui est un humoriste noir, et il avait fait une blague. Ça va peut-être pas te faire rire, mais j'avais quand même trouvé drôle. Où il parlait du racisme, il disait moi je suis né dans les années 80, il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage, il y a eu tout un tas de trucs. Je pense qu'en naissant dans les années 80, j'ai évité une grosse partie du problème. Tu comprends? C'est que ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a toujours plein d'améliorations à faire et tu t'en occupes très bien et tu te bats pour ça et chapeau à toi, mais est-ce que peut-être aussi on peut dire quand même qu'aujourd'hui les choses vont quand même dans le bon sens, tu vois? Globalement, ou est-ce que vraiment moi je sais pas, je suis pas noir, mais est-ce que vraiment c'est compliqué à ce point-là tous les jours? C'est que quand ma mère écoute ce que moi je dis, elle des fois elle pleure. Wow. Elle pleure pourquoi? Parce que toutes les choses qu'elle aurait voulu exprimer à l'époque, je suis capable d'exprimer pour elle. Ouais. Les opportunités que beaucoup de personnes de nos générations n'ont pas pu, qui sont là, qui font d'autres trucs. Aujourd'hui, ils disent, yo, you need to kill it. Parce que moi, je peux pas. Puis ils sont comme peut-être 50, 51 ans, 52 ans. Ils sont pas 80 ans, là. Ils sont comme, j'ai pas eu cette opportunité-là. Comme il y a des personnes qui ont été à l'école, comme l'université McGill, ils ont avoué, justement, le problème de racisme systémique. Ils l'ont avoué, ça. Parce qu'ils ont dit qu'à l'époque, il y avait certains professeurs qui disaient à certaines personnes que, mais en passant, toi, tu vas pas passer. Mais est-ce que des fois, excuse-moi, hein, je cherche un peu la petite bête. Non, mais les gens vont me détester, mais est-ce que des fois, parler de racisme systémique, c'est pas des fois un bouclier un peu facile pour pas voir aussi les efforts que les gens pourraient faire à un niveau individuel. Ouais. Je parle pas juste pour les noirs, là, je parle pour tout le monde. Tous les gens qui disent, oui, nous, on machin. C'est vrai, mais en même temps, tu sais, je prends l'exemple des Chinois qui ont été colonisés par les Anglais, ou des Indiens qui ont été colonisés par les Anglais, ou des Vietnamiens par les Français. Moi, je les ai jamais entendus trop. Ouais. Oui, il y a eu la décolonisation et tout, mais derrière,
bam, bam, bam. Tu vois, ils ont mis jab, direct, crochet. Et même aujourd'hui, on pense qu'ils vont commencer à dominer le monde. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que des fois, trop trouver des excuses, être dans la culture de l'excuse, ça empêche aussi d'avancer, ça peut avoir un effet contre-productif. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a les problèmes micro puis les problèmes macro. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes à petite échelle, puis il va y avoir des problèmes à grande échelle. Nous, les problèmes à petite échelle, on va toujours pouvoir et on va devoir les gérer nous, mais ça va pas nécessairement gérer les problèmes qui sont systématiques. Tu comprends? Donc, c'est vraiment récemment qu'on a reconnu certains éléments ici qui étaient problématiques. Quand il y avait eu justement les données de Sylvain Caron, justement sur le profilage racial, qui a dit en 2017, ben regarde, c'est pas normal que les Noirs soient profilés 4 fois plus que les Blancs, puis les Arabes 2 fois plus que les Noirs. Et c'était des Noirs qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, qui étaient même pas reliés de près et de loin au crime organisé. Ils ont dit pourquoi? C'est des questions qu'il faut qu'on puisse se demander. Ensuite, quand justement l'université McGill qui admet un certain racisme systémique, ben ça, c'est horrible, ça. Il faut qu'on puisse en parler. Quand il y a, par exemple, j'avais fait un panneau sur justement des élèves qui étaient justement dans le domaine de santé, qui étaient au cégep, puis qui voyaient qu'il y avait des élèves qui échouaient, puis il n'y avait pas nécessairement de réponse. Ils s'assoyaient avec les professeurs, puis c'était toujours nébuleux. Mais ensuite, il y a eu justement des articles par rapport à ça. Radio-Canada, qui a des employés qui disaient que quand ils allaient dans certains postes, il y avait un privilège blanc. Ça, c'est sorti il y a à peu près 1 mois, 2 mois. Ça, j'ai vu, ouais. On est juste arrivés, puis maintenant, il y a comme 3-4 personnes qui sont arrivées, ils ont eu des postes, puis nous, on est encore au même endroit. Donc, il y a toujours Ouais. Fait qu'à un moment donné, non, mais en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que moi, je suis blanc, hétérosexuel, français, catholique, carnivore, et je suis à on s'en parle, tu vois. C'est-à-dire que, normalement, si tu suis les caractéristiques que je viens de t'énumérer, je devrais gérer une multinationale du CAC 40. Donc, en fait, moi, je suis un peu genre en mode, putain. Comment j'ai fait pour être si pourri, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment j'ai fait pour me... Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que des dire. fois, quand tu bases tout là-dessus, tu peux pas, si tu dis, ah non, ça, je peux pas, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais, ou au contraire, si tu dis, bah non, j'ai tout pour réussir parce que je suis ci, je suis ça, mais ça suffit pas non plus. Ça existe, mais il y a aussi, heureusement, aujourd'hui, dans le monde moderne et le monde libéral, une amélioration. Une marge de, tu vois, un truc que tu peux gérer toi-même, que tu peux contrôler un peu, quoi, avec ta volonté, avec ton truc. Parce que sinon, je pense que des fois, t'en envoies un message. C'est pareil pour le féminisme, c'est pareil pour tous ces mouvements-là, où on dit, bah non, finalement, rien n'est possible parce que je suis condamné à échouer. Mais si tu regardes par exemple, les communautés noires dans les pays arabes, si tu vois les communautés noires dans les pays de Maghreb, bah putain, il y a un racisme énorme. Et d'ailleurs, l'esclavage maghrébin, enfin islamique des Noirs, on peut en parler aussi, parce que ça a duré 8 siècles. Tu sais qu'on parlait sur les 3 sujets qui étaient je pense que c'était le 3e sujet que j'avais abordé. Tu n'as pas parlé. Et moi, j'avais reçu des menaces de mort par rapport à ça parce qu'il y avait justement, Non mais attends, non mais parce que ce que je voulais te demander tout à l'heure, parce que comme après on est parti sur Haïti, mais comme arrêtez que ça soit juste les blancs, maintenant parlons d'eux, les saisons précédentes. Non, mais il y a des gens qui vont te dire ça. Par rapport à ça, j'en ai 12. Effectivement, ils ont pas déplacé des gens jusqu'en Haïti ou dans les Caraïbes, bien sûr, mais il y a eu beaucoup. Mais c'était pire. Attends, c'était effarant. Cette traite a été transsaharienne et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que une partie d'eux ils ont été castrés parce qu'ils voulaient pas que les Noirs se reproduisent là-bas. Mais étant donné que leur technique était tellement, je pourrais dire, unethical puis très barbare, c'est qu'une bonne partie qui mourait dans le désert. Et ensuite, quand ils étaient là-bas, ils faisaient justement les travaux, je pourrais dire, d'esclaves. Mais ensuite, lorsqu'ils mouraient, c'était pas comme aux États-Unis où est-ce qu'il y avait des familles, qu'à travers cette famille-là, on était capable de pouvoir avoir une main-d'œuvre qui était, je pourrais dire, générationnelle. Donc, eux, ils devaient toujours aller prendre du noir. Ils devaient toujours aller prendre du noir. Et, selon des historiens, si la traite, je pourrais dire, transatlantique est à peu près de 12 millions d'Africains qui ont été pris par les Européens, eux, ils considèrent à peu près que ça a été pendant peut-être 32 millions.
Puis on peut aussi noter ce qui se passe en ce moment en Mauritanie, ou après la chute de Kadhafi en Libye, où il y a toujours des Noirs qui sont traités comme des animaux. Enfin, en tout cas. Et donc, t'as eu 12 menaces de mort. 12 menaces de mort et tout, parce que. Mais ça s'est calmé, je veux dire, après, ou c'est 12 menaces de mort? Oui, par rapport à ça, parce que je me suis dit. Ça n'a rien à voir avec cette personne. Ça s'est calmé. Non, mais je ne le connais pas. Non, mais tu sais, quelqu'un qui fait une menace de mort, c'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Quelqu'un qui va faire quelque chose, il dit rien. Il va rien dire. Il va rien dire. C'était un peu plus d'intimidation, mais c'était par rapport à ces sujets-là que j'ai dit. En réel, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir et qui t'ont menacé face to face ou j'ai senti des vibes, mais c'était pas vraiment à la fin de la journée. Tu t'es jamais senti en insécurité, je veux dire, après cette émission, c'est ça que je veux dire? Non, mais c'est pour ça qu'il est là. Ah, ok, on comprend. Il est chaud, lui. Il est chaud. Elle aussi, elle est chaude. Ok. Moi, j'ai mon prof de coach de boxe, de sparring, qui est haïtien d'origine, et l'autre fois, on était en cours. Moi, je suis nul, mais je fais ça pour m'amuser. Puis, on s'entraînait, machin, sparring, tout ça. Puis, à un moment donné, il fait, mets-moi la salsa, là. Fait qu'il m'envoie à l'iPad de la salle pour mettre salsa dans Spotify. Ah ouais? Il a mis les gants. Il a commencé à danser la salsa en nous pétant la gueule, tu vois. Mais il m'a pété la gueule. Il t'a défoncé, hein. J'essayais de le toucher. C'était impossible. Et vous savez quoi, sur cette belle anecdote, on va passer à la chronique de Flo. Le retour tant attendu de la chronique de Flo. On a bu quelques verres de Henny en attendant. Est-ce que tu veux un petit refill ou pas? Ouais, pourquoi pas. Eh ben, vas-y, ramène-moi ton verre. Hop, tu veux boire un petit coup ou pas, non? Ok. Et donc, la chronique de Flo, les amis, le temps de resservir. Ah non, donne à elle aussi. Ouais? Ok, vas-y. Tiens. La chronique de Flo, live! Ah, c'est parti là? C'est parti! Il y aura le petit générique qui va être mis avant, donc. Bon, chronique de Flo, ça va? Alors, moi, en plus, je suis un peu fatigué parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 9 heures de montage. Je fais du montage vidéo, moi. Je fais 9 heures de montage vidéo. Ok. Et ça fatigue. Alors, attends, ce que j'ai monté, ça se rendra pas aux Oscars. Hein, je préfère te le dire tout de suite. Bon, non, c'est un truc de. J'ai monté un courtier immobilier qui s'appelle Dave Douville pendant 9 heures. Et il fait des vidéos pour sa chaîne YouTube, un truc comme ça. Le gars a 59 abonnés. Ok. Il a beaucoup d'énergie. Hey! As-tu besoin d'un prêt hypothécaire? Ça te fait marrer, mais 9 heures de ça. Et sais-tu que tu peux payer ton REER avec des raps et... j'ai la tête comme ça, mon gars. Donc ça va être un peu de la merde, cette chronique. Mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la chronique de Flo. 9 heures d'écran, c'est des grosses journées, quoi. Donc j'essaye d'arrêter les écrans. T'essayes un peu, toi? J'essaye de temps en temps, un petit peu. Je me limite, au lieu de faire 12 heures, j'essaye de faire 8 heures. J'ai peut-être un truc pour toi. J'ai un pote, il m'a conseillé une méthode avec un coach. Ok. Pour lutter contre l'addiction aux écrans. Le problème, c'est que c'est une formation de 16 heures sur YouTube. Donc, le mec, il publie ça chaque semaine et il faut commenter, il faut reposter en story, donner son feedback dans les commentaires. C'est bien. Bienvenue en 2023. Ça fait une semaine que je suis la formation, je suis rendu au tiers à peu près. Je dois avouer que pour le moment, je sens pas trop une grosse différence. Ah, vous avez vu, j'ai ramené le fiston. Oui, le petit Raph. Adorable. Hein? C'est pas Raph, ton fils? Oui, c'est ça. Son fils. Non, mais c'est parce que je l'ai une semaine sur 2, donc C'est ça, la semaine que tu l'as on pas en oublié. croise des gens en une semaine, c'est dingue. Non, il est où d'ailleurs? Ah, bah, il est là-bas en train de rouler un pétard, là. Bah, c'est tranquille. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai un peu écrit cette chronique à la va-vite parce qu'au départ, tu m'avais dit qu'on devait recevoir une drag queen. C'est vrai. Donc moi j'avais écrit là-dessus, mais là je vois, bon, à moins que messieurs aient des activités. On sait pas. Non. Vous êtes en civil ou Non, je sais pas. On respecte toutes les. Non, mais parce il te la donne. les drag queens, il y en a partout maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai. C'est hyper, c'est vachement. Drag queen en ce moment. Ouais, télé, cinéma, médias, c'est. Moi, j'en vois pas mal, même dans le stand-up, il y en a vachement les drag queens. c'est vrai. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je crois que les drag queens dans le stand-up, c'est tous ces hommes blancs qui disent ouais, on peut plus rien dire sur scène et tout. Tu vois, ils se sont mis une perruque, un string. Hop, quelques faux ongles et c'est reparti les blagues de cul comme je pense que c'est ça. Il y en a même dans les écoles des drag queens qui font des danses aux enfants, qui racontent des histoires. C'est légal. Il y en a au Québec, il y en a aux États-unis, les drag queens dans les écoles. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, ça justement aussi. Non, mais moi, il y a des parents qui s'opposent à ça. Moi, je pense que c'est pas. Il faut juste leur expliquer, quoi. Parce que quand tu te rends compte que la fée Zélia, qui est venue te chanter les fables de La Fontaine en se déhanchant sur Shakira, le corbeau, le
renard te détend son bec à franc. Tu vois, quand tu te rends compte que elle, ben en fait, c'est Jean-Michel, ton prof d'histoire géo. Pour un enfant, ça décuple les possibilités d'avenir professionnel. Je trouve que ça peut être intéressant. Bon, j'ai bien fait de pas la faire, cette chronique sur les drag queens. Tu vois, Kéké, je pense qu'il n'y a pas que toi qui risque d'être cancel, justement. À tout. Non, je vais arrêter sur les drag queens. Non, j'aime beaucoup. Non, en fait, je voulais juste vous raconter 2-3 anecdotes sur mon père. Oh. Ouais, j'ai un père qui est en France et cette semaine, vraiment, il a pété les plombs. Oh. Non, mais je pense que vraiment, mais en plus, c'est des vrais trucs que je vais vous raconter. Okay. Déjà, il m'envoie un message sur Facebook. C'était il y a 10 jours. Il me dit sur Facebook: bonjour, pourrais-je en savoir plus à votre sujet? Papa, qu'est-ce qui se passe? Bon, je me dis, voilà, je me dis, bon, ça arrive, peut-être il a fait une erreur de truc. Bon. 2 jours plus tard, je reçois une lettre de sa part avec mon fils. Il voulait féliciter mon fils Raphaël pour son bulletin. Oh. Très, très sympa, tu vois. Il a envoyé une lettre dans une enveloppe. Tu vois. Il lui donne un petit billet de 20 € dans l'enveloppe. Oh, généreux. Moi, je me dis, c'est sympa, j'ai pris le billet, j'ai fait des courses pour 3 semaines, j'ai payé le loyer. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, il écrit juste en dessous: tu trouveras également 6 juin un cadeau supplémentaire d'encouragement. Puis nous, on regarde l'enveloppe, on dit, putain, c'est quoi ce bordel? Une montre iWatch qui te permettra d'utiliser ton temps, c'est vrai, hein, qui te permettra d'utiliser ton temps de la manière la plus judicieuse et intelligente possible. Mais elle est où? C'est une enveloppe, il y a pas... En fait, c'est un scam qu'il a fait. Oh. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il envoyait une montre, il n'y a pas de montre dans le bordel. Le scam 2.0 du père. Mon Dieu. Donc moi, tu vois, je voyais Raphaël et tout, il était tout excité, mais elle est où l'iWatch et tout. Je fais non, mais il y en a pas en fait. Et je sais pas. Donc je l'appelle, je lui dis mais papa, pourquoi t'envoies une enveloppe cadeau supplémentaire et tu dis qu'il y a une montre iWatch dedans, tu vois. Et il me dit ah bah finalement je m'en suis débarrassé. Je fais mais d'accord, mais tu fais ce que tu veux. Fils. Non mais je m'en fous que t'envoies pas d'iWatch, mais pourquoi tu l'écris dans la lettre alors que ton petit-fils va la lire, tu vois. Et là, il me dit, je pensais que ça vous ferait plaisir. Il est fou, quoi, lui. Non, mais parce que moi, je vais devenir comme ça plus tard. Tu comprends? C'est vers là que je m'en vais. Je pensais que ça... Moi, je veux, c'est l'adresse de son dealer, tu vois. Je veux prendre la drogue qu'il prend. La bonne. Dernière chose, 2 jours plus tard. Je vous jure que c'est vrai, hein, ce que je vous raconte là, c'est vrai. Il m'envoie un texto parce que je lui avais parlé justement du courtier immobilier, que ça me faisait chier le montage. Hey, t'es-tu correct avec ton hypothèque? Ça m'emmerdait. Et là, il m'envoie hello mon cher fils, vrai texto. Hein. Et le screenshot du texto. Je reviens vers toi, vers la proposition professionnelle. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant pour toi. L'Institut des études spatiales de Toulouse recherche des testeurs pour les prochaines aventures sur Mars et la Lune. Ce sont des gens de moins de 40 ans, en pleine forme physique, qui pourront passer 20 jours en position couchée, la tête en bas. Mais qui ne pourront pas bouger du lit pendant 20 jours et qui devront avoir une petite pente avec la tête en bas, faire des mouvements, etc. 4000 € par mois. Oh, contacte l'Institut spatial. Merci, fais-moi signe, je t'embrasse. Donc voilà. Donc le meilleur avenir, si tu veux, pour mon père, urgent, c'est comme des gros textos, c'est que je m'allonge pendant 4 ans. C'est un truc qui dure 4 ans, le truc. Ah, ça dure 4 ans. T'es 4 ans, t'es allongé comme ça et t'as des capteurs en fait partout sur la tronche et tu bouges plus. Tu peux juste lire un peu. Donc voilà, je voulais juste vous annoncer que dans mes 4 prochaines prochaines années, 4 prochaines années de chronique, je serai depuis Toulouse par Zoom avec plein de capteurs partout et ça va être sympa. Voilà. Merci au papa de Flo qui s'appelle comment déjà? Il s'appelle Marc et Marc, on te salue, franchement Marc, viens, on s'en parle. La prochaine fois ah non, mais tu l'invites, il te retourne l'émission. Ah mais viens, on s'en parle, Marc. Merci à toi. Et merci à Flo pour le retour de la chronique de Flo et de t'avoir livré comme ça, c'était vraiment pas mal. Pas facile après les sujets Haïti, machin. Non, mais on va revenir justement après. En tout cas, on termine cette émission sur la chronique de Flo, qui va revenir à chaque semaine, comme vous le savez, vous l'avez réclamé. Tu vas rester avec nous pour la deuxième partie. On va faire en 2 parties du coup. On va avoir une deuxième invitée avec nous qui nous revient tout droit du sud. Là, vous allez voir, elle est magnifique. On va en parler tout de suite. Eddie, tu vas devoir te mettre en 2e plan, ok? Casse la gueule à personne, ok? C'est bon. Une petite pause, pipi pour ceux qui veulent aller. On se retrouve dans la deuxième partie. Merci à toi, Kéké. Ne bouge pas, on continue. Bye. Bye.